Épisode 4 de Focus Hebdo, et ouais déjà l'épisode 4, le logo est prêt, je travaille sur les jingles, les semaines passent tellement vite que j'ai pas le temps de mettre tout ça en place, je préfère me concentrer exclusivement sur le fond plutôt que sur la forme. En tout cas, merci encore une fois pour tous vos retours au fil des épisodes, ça a l'air de vous plaire ce format, donc ça me fait super plaisir. Si jamais tu connais pas, comme chaque semaine, je vais faire une synthèse des dernières nouveautés liées au monde de la photo et de la vidéo, et cette semaine a été très mouvementée. On l'a abordé rapidement la semaine dernière, ça a pas dû t'échapper, Nikon rachète la société Red, ça a fait énormément de bruit, pas mal de personnes ont pris la parole à ce sujet pour donner un petit peu leur ressenti sur ce que sera le futur des deux marques. Perso, moi j'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet, la majorité des personnes parlent de cette fusion comme étant une stratégie de Nikon d'aller chercher le monde de la vidéo haut de gamme et venir concurrencer Sony, Canon et Pana. D'autres disent que ce rachat peut également signifier la volonté de Nikon de concevoir ses propres capteurs à l'avenir, donc moi je pense notamment au Global Shutter qui est présent sur le dernier V-Raptor. C'est une technologie qu'on verra sûrement arriver dans les prochains boîtiers de chez Nikon. Personnellement, moi je pense qu'on verra pas beaucoup de gros changements d'ici 1 ou 2 ans niveau hardware sur les produits Red et aussi sur les produits Nikon. Je pense même qu'ils continueront à utiliser la monture RF sur les prochains boîtiers Red, mais qu'à terme ça passera sûrement sur la monture Z d'ici 4, 5, 6 ans, le temps que cette fusion donne naissance à de futurs produits. Alors c'est un pari risqué, ce rachat il a dû coûter extrêmement cher pour les Japonais, mais ça c'est signe que la marque est en bonne santé financièrement parce que sinon ils auraient jamais pu se permettre de faire ça. Et puis Red, c'est pas une société qui est en danger non plus. Depuis 2005 c'est une société qui fonctionne très bien et ne sont pas du tout au bord de la faillite, donc il faut également que Red s'y retrouve dans ce rachat sans se faire écraser ni dominer par Nikon. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas moi j'ai hâte de savoir où tout ça va nous mener. Canon souhaite continuer à dominer le marché des hybrides d'ici 2026. Selon la stratégie établie en ce début d'année 2024, le géant japonais ne cache pas ses ambitions malgré un marché très concurrentiel et le fait que Sony grappille petit à petit des parts de marché. Alors ils le disent, Canon souhaite redoubler d'efforts afin de se positionner sur la plus haute marche du podium, et ça passe par l'ambition de la marque d'étendre cette technologie à l'imagerie 3D. Canon, c'est une des seules marques à proposer des produits pour la capture vidéo volumétrique et immersive, grâce notamment au 5,2 mm f2.8 Dual Fisheye sorti en 2021 je crois, il y a à peu près 3 ans. Là, avec l'arrivée de l'Apple Vision Pro et tout l'engouement qu'il y a autour de cette technologie, je pense que Canon sent qu'il faut redoubler d'efforts afin d'être le pionnier de l'imagerie 3D d'ici quelques années. Allez, on part sur les rumeurs de la semaine, on reste chez Canon, je l'ai évoqué pas mal de fois dans des précédentes vidéos, il manque du f1.4 au line-up des objectifs RF. Il semblerait qu'un 35 mm f1.4 soit en préparation justement et pourrait être annoncé d'ici le mois prochain. Si c'est le cas, ce serait le premier objectif à ouverture f1.4 depuis le passage de la monture RF, donc depuis 6 ans. Canon a attendu pas mal de temps avant de faire ce move qui est, on va le dire, assez intelligent de leur part finalement, mais à mon sens c'est un peu trop tardif. Du coup, moi ça me fait me questionner sur un point, je me dis quelles vont être les optiques Sigma et Tamron lorsque Canon ouvrira sa monture, et puis est-ce que Canon va développer tout le parc à f1.4 avant d'ouvrir. Donc je pense potentiellement à du 24, du 28 mm, du 50, du 85, une fois qu'on aura tout ça, ça laisse plus beaucoup de place à la nouveauté chez les marques tierces. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Allez, cette semaine, on a pas mal de rumeurs autour de DJI qui commencent à circuler et potentiellement un Avata 2 qui serait sur le point de sortir. Mystère total par contre sur les potentiels upgrades par rapport à la version précédente et également à propos de la date de sortie aussi. Mais j'imagine qu'il y aura quand même pas mal d'améliorations comparé au premier Avata, notamment au niveau du capteur afin de pouvoir mieux gérer les basses lumières et ainsi filmer en intérieur. Moi je dois t'avouer que le monde du FPV c'est pas du tout quelque chose auquel je suis familier, je maîtrise pas du tout, mais de ce que je vois, souvent l'utilisation ça nécessite de passer de l'intérieur d'un endroit à un extérieur ou inversement, et donc du coup là où les variations de luminosité sont très importantes, donc j'imagine que la marque a dû travailler sur un capteur capable de faire tout ça. Encore une fois, je suis vraiment loin d'être le plus calé, donc selon toi, quelles sont les améliorations qui doivent être faites sur le Avata 2? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, on reste chez DJI, on pourrait bien voir arriver un RS4 d'ici la fin de l'été, donc 2 ans après le RS3 et le RS3 Pro. Moi personnellement, je suis toujours sur le premier Ronin, donc je suis quand même assez chaud de upgrader mon système de stabilisation, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. D'ailleurs, petit aparté, il y a beaucoup de gens, moi je croise pas mal de gens utiliser le mot Ronin pour désigner un stabilisateur, donc ça montre la domination qu'a DJI sur le marché. Moi personnellement, j'utilise le mot stabilisateur ou gimbal, ça dépend. Et toi?
Allez, on passe aux sorties de la semaine. Ça a été annoncé lors de la publication du Focus Hebdo de la semaine dernière, donc j'ai pas trop eu le temps de traiter le sujet. Leica sort son SL3. Il est doté d'un capteur plein format de 60 millions de pixels contre 47 pour le SL2. On a ici de la 8K en vidéo avec des codecs impressionnants, l'apparition d'un emplacement CF Express type B pour pouvoir encaisser tout ça. On a également un nouveau système d'autofocus, un écran orientable. On voit que la marque se modernise et devient un petit peu plus touche à tout, histoire d'attirer non seulement les photographes mais aussi les vidéastes. Le prix 6800 € le boîtier nu, c'est cher, hein, c'est Leica, mais c'est moins cher qu'un Sony A9 III par exemple. Et je trouve ça fou de se dire qu'aujourd'hui un appareil Leica qui il y a quelques années était le Graal du photographe, se retrouve maintenant au même prix que tous les flagships des autres marques. Allez, autre sortie, Laowa arrive avec les premiers zooms anamorphiques, on va dire abordables, avec un 28-55 et un 50-100 mm t2.9. Alors ces objectifs sont dispo avec les flares ambre, argenté et bleu. La compression anamorphique est de 1,5, distance de mise au point minimum de 45 cm. Au niveau de la construction, le diaph est composé de 9 lamelles pour le 28-55 et 11 lamelles pour le 50-100 mm. Ils sont tous les deux par focale. Ils ont un diamètre de filtre de 77 mm et sont destinés à être utilisés sur des capteurs Super 35. Nativement, ils disposent de la monture PL, mais ils peuvent être aussi ajustés pour les montures RF, Sony E, Nikon Z, L-mount et Fuji X. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, la campagne de financement participatif a toujours lieu, je crois qu'il reste 8 ou 9 jours, donc il faut compter entre 2500 et 2600 € pour un des deux objectifs et environ 5000 € pour l'ensemble. J'aimerais vraiment pouvoir mettre la main dessus et pouvoir te tester ça un jour. Allez, dans le monde de l'audio, on a la marque Shure qui débarque avec le Move Mic, donc c'est un système avec un émetteur et deux récepteurs directement inspirés des DJI Mic et des Rode Wireless Pro, mais sans les 32 bits pour un prix supérieur à ses concurrents. Franchement, ne pas avoir de 32 bits dans des micros en 2024, selon moi, c'est une grosse erreur. Shure, c'est pourtant une marque qui n'est plus approuvée, c'est un des pionniers dans l'audio, je comprends pas pourquoi ce choix. Je sais pas si ce micro va trouver son public, moi je l'espère pour la marque, mais en face on a vraiment du très lourd, donc on verra bien si une V2 arrive prochainement ou pas. Allez, on poursuit avec une autre nouveauté, la marque britannique Revolve Tech, que je ne connaissais absolument pas, vient de sortir un trépied enroulable. Oui, très atypique, il fallait y penser effectivement. Le modèle Ultra Compact Tripod, ils se sont pas vraiment cassé la tête pour trouver le nom. Ce modèle là il tient dans une petite sacoche de 13 sur 17 cm une fois replié et peut atteindre 1,30 m une fois déployé et supporte une charge de 20 kg. Le secret, c'est qu'on a des tubes enroulables conçus en composite de fibres de verre et d'alliage de polypropylène qui viennent se fixer sur la base du trépied et ils peuvent se replier une fois l'utilisation terminée. Alors j'imagine que ça nécessite pas mal de temps d'installation, c'est pas du run and gun et le trépied est livré sans rotule. Il va falloir compter un peu plus de 500 € pour cette prouesse technologique, j'imagine que c'est le prix à payer pour ce genre d'innovation. Allez, on termine avec les sorties de la semaine avec les Autrichiens de Lomographie qui débarquent avec un argentique au format 110, le Lomomatic 110. Alors on dirait un appareil, tu sais, genre dans les années 60 quand les gens imaginaient la technologie du futur, moi c'est exactement ce que j'ai en tête, on dirait vraiment un truc comme ça. Il va falloir compter de 100 à 160 € selon les modèles, 8,90 € la pellicule de 24 poses, sachant qu'on n'est pas du tout sur du 24-36, c'est pas du plein format, ça s'apparente plus à du micro 4 tiers. Bref, c'est un petit appareil qui prendra pas trop de place, qu'on peut sortir à tout moment. Pour les amateurs du vintage, c'est vraiment idéal. Allez, on en a terminé pour ce 4e épisode de Focus Hebdo. Comme d'hab, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si jamais tu as du matos à acheter, sache que je suis partenaire Miss Numérique. Tu peux utiliser mon code créateur Nicolas lors de ta commande. Je le répète, mais c'est la vérité, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses apporter à cette chaîne YouTube. Et si jamais tu as loupé les infos de la semaine dernière, c'est ici que ça se passe. Sinon, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!